Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Antoine raconte le sport. Pour ce troisième épisode, je suis allé à la rencontre d'un ex-rugbyman emblématique du sud-ouest et de la Bigorre, Philippe Dintrans. L'ancien talonneur aux 51 sélections en équipe de France entre 1979 et 1990 fait partie des joueurs qui ont participé à la première Coupe du Monde de rugby de l'histoire en 1987. En Nouvelle-Zélande, le joueur de toujours du Stade Ceste Tarbé et ses compères sont parvenus jusqu'à la finale. Il nous raconte dans cet épisode les coulisses de cette épopée, ainsi que ses premiers pas dans le rugby et ses souvenirs marquants avec le 15 de France et le Stadeau. Bonjour Philippe. Et bonjour à toi, et merci d'être là. Merci de m'accueillir chez toi. Tu es donc, pour te présenter un peu, un rugbyman avec 50 sélections en équipe de France entre 1979 et 1990, si je dis pas de bêtises. Ouais, 51. J'y tiens à celle qui n'est pas comptée, là, parce qu'il y en aurait plus si les Italiens comptaient, les Espagnols, alors là, il y en aurait... Mais bon, des vrais, comme on disait à l'époque, 51. Parce que Jean Prat en a 51 aussi, et ça me tient à cœur de l'avoir rattrapé. Et donc, tu as notamment vécu cette belle épopée de la Coupe du Monde 87, la toute première. Et ma première question, elle est plutôt banale. Qu'est-ce qui t'a mené à pratiquer le rugby ? Mon grand-père qui m'a vu faire beaucoup de couture avec ma mère, qui m'avait mis à la couture, au canevas, des trucs comme ça, qui ne me collaient pas du tout à la peau. Et puis lui, bon, il en avait marre, le grand-père, qui avait joué au rugby. Il m'a dit, allez, non, c'est bon, viens, je vais t'amener, tu vas voir, dans un endroit où tu vas te régaler. Et puis je me suis régalé, quoi. Ouais, tu es rentré à l'école du rugby de Tarbes à 10 ans, il me semble ? Absolument, à 10 ans, et je suis resté un moment. Et ouais, parce que en plus tu es né à Tarbes, tu as vécu aussi le titre de champion de France en 1973. Ouais. Tu dois avoir pas mal de souvenirs dans ta jeunesse avec le Stadeau déjà. Absolument. Bon, le Stadeau, c'était un sacerdoce. C'était le club du département, le plus gros club. Et ma foi, tout le monde voulait jouer au Stadeau à l'époque. Et nous, tous les dimanches, on allait au Stadeau, soit d'abord à Jules Soulet, à l'ancien stade mythique de Séméac. Et puis ensuite, nous avons eu la chance d'avoir un maire qui nous a fait le grand stade de Maurice Trélu. Et donc après, on jouait dans ce grand stade qui était... Bon, à la fin, je le trouvais un peu éloigné des tribunes, tu vois, parce qu'il y a une piste autour. C'est pas vraiment le stade de rugby que j'affectionne énormément, quoi. Je préférais Jules Soulet, où tu vois quand tu fais les lancers de touche, tu vois les spectateurs à côté de toi, tu vois leurs yeux, tu vois quand ils t'engueulent, quand ils t'applaudissent, enfin bon. Tu as débuté aussi justement professionnel à Tarbes. Est-ce que, enfin, du coup, tout ça, qu'est-ce que ça évoque pour toi, le Stadeau, cette jeunesse, tes débuts en pro, et même tu as fait toute ta carrière ? Là où tu te trompes un peu, c'est que le rugby chez nous, il n'a jamais été professionnel. Ah oui, non, pardon, oui, c'est vrai que j'ai dit début professionnel, mais c'est vrai qu'il s'est professionnalisé beaucoup plus tard. Mais enfin, tu as raison, parce que moi, je faisais que ça comme un professionnel. C'est-à-dire que je m'entraînais tous les jours déjà à l'époque. Tous les jours, et voilà, et le samedi et le dimanche, on partait. Mais enfin, entre-temps, j'ai fait mes études de professeur d'éducation physique. Je suis un prof de gym, avec Berbizier, avec Noves, tu vois, il y avait du beau monde. Ouais. Et donc là, ça nous a apporté aussi un plus dans notre carrière, de se rencontrer comme ça, quoi. Et ça se passe comment, du coup, ces premières années au Stadeau en senior ? Tu deviens titulaire rapidement ou ça se fait vraiment progressivement ? C'est-à-dire que je vais un titulaire de suite, je suis un junior et on m'a fait jouer en équipe première, quoi. Et bon, en équipe première, il y avait un type formidable qui s'appelait Norbert d'Argelès, Pierre Rechat aussi, et Cazot qui avait joué, c'était tous des grands joueurs, et d'Argelès qui avait joué talonneur. M'a propulsé en équipe première, donc ça a été un moment extraordinaire parce que j'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans, j'ai commencé à jouer en équipe première
Alors, il n'y a pas les gros monstres qu'il y a aujourd'hui, qui font de la musculation sans arrêt, mais il y avait des types qui ne faisaient pas de musculation, mais ils étaient gaillards, qui faisaient de la montagne, je pense, ou autre chose, parce qu'ils avaient des équipes très gaillardes. Mais t'avais encore dans l'équipe des gens, des champions de France 73 notamment ou pas? Absolument, absolument, absolument. Il y avait Jean Sillère, il y avait Daniel Marty, il y a eu Christian Paul, qui était mon ami, mon emblème, un homme formidable. Gilbert Verdier, enfin, il y avait 7 ou 8 ou 10 champions de France, oui, 73. Et ça va assez vite puisque tes performances en club se font remarquer assez rapidement puisque je crois entre ton premier match au Stadeau et ta première sélection en équipe de France il y a 3 ou 4 ans. Oui, même pas. Même pas. Donc tu connais ta première sélection, pas n'importe qui et pas n'importe où, puisque tu l'as fait contre les All Blacks à Auckland. Absolument. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on Absolument. part en Nouvelle-Zélande jouer les Blacks t'avais quoi, 20 ans, 21 Alors, ans? si tu veux, à Auckland, c'était le stade mythique où on a gagné. Mais le premier stade où on a joué, c'était à Christchurch. À Christchurch, qui est un stade formidable aussi de rugby, des All Blacks. Et là, on a perdu par contre. Mais le premier match qu'on a gagné à Auckland, j'étais là. Je suis un peu précis, excuse-moi, parce que là, j'ai encore de la tête, donc ça va. Et c'était à Auckland et c'était un moment fantastique, inoubliable, incroyable, qu'il faut avoir vécu ça au moins dans une vie d'homme. Si tu n'as pas vécu ça, c'est qu'après, il faut que tu ailles chercher autre chose. Donc ouais, vous créez l'exploit, mais comment tu vis ce match, comment on aborde un match contre les Blacks chez eux Ah mais, j'ai eu l'expérience avec le premier match à Christchurch. Comment tu affrontes les matchs. Bon, moi j'étais très impressionné par leur haka. Et ça m'a dérangé un petit peu. Et puis après, quand j'ai su à quoi ça correspondait vraiment, le haka, je ne me suis jamais offusqué. Et au contraire, j'attendais avec impatience de voir les voir faire le haka, tu vois. Alors, j'étais pas comme genre Chabal, etc., avancer là, à vouloir les bouffer, ça rien. C'est nul, ça. C'est nul et non advenu. C'est ce qu'il faut, c'est juste les badés quand ils chantent ce truc qui correspond à plein d'ancêtres de leur vie. Voilà. Donc j'étais heureux de la seconde fois aussi d'avoir le haka et c'était formidable. Après, dans les années 80, donc tu prends part à plein de rassemblements avec l'équipe de France. Tu fais aussi beaucoup de tournois des 5 nations. Donc on a une équipe de France à ce moment-là qui paraît un peu irrégulière dans le sens où vous faites un grand chelem une année, l'année d'après vous êtes quatrième, vous regagnez l'année d'après. Est-ce que pour toi dans ces années 80-là, la France, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre et j'en oublie un, est-ce que ça a le même niveau? Est-ce que vraiment ça se chamaille bien ou c'est un peu comme aujourd'hui, il y avait deux favoris Il pouvait y avoir de favoris, mais je pense que cette erreur-là vient des dirigeants, notamment des dirigeants de l'époque, qui est des gros par-dessus, qu'on les appelait, notamment Ferras. Bon, il fallait qu'ils fournissent leur club d'agents, et je pense qu'il n'y a pas honte à dire qu'il y a des matchs, il y a des mecs qui faisaient des matchs extraordinaires, mais il suffisait que tu leur plaises pas. Et bam, tu sautais quoi. Il y en a deux ou trois mecs qui sortaient. L'équipe, 15 jours après, on affrontait l'Angleterre. C'était pas du tout la même équipe, alors qu'on avait gagné l'Irlande ou on avait gagné l'Écosse. Non, mais tout ça, il faut le savoir quand même. Ouais, vous avez Même pas un les groupe. pauvres, si paix à leur âme, ils ont disparu. Mais c'était vraiment très compliqué de jouer en équipe de France. Et quand il était, d'y rester. Alors, il y avait des mecs comme Jean-Pierre Rive qui restaient. Bon, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir meilleurs amis, Jean-Pierre Rive et Garuche et Papa Ramborde. Voilà, donc j'y suis resté avec eux. T'étais déçu toi justement de ne pas avoir cette cohésion de groupe là, de ne pas avoir le temps justement de Une qu'il y ait une vraie continuité. équipe. Ouais. Oui, oui, un petit peu, oui, quand même. Oui, oui, parce que bon, je rentre en 79, je suis remplaçant en équipe de France. En 80, l'année 80, les dantesques, quoi. On prend des branlées partout. mais il fallait changer quelques joueurs, notamment, on se sauve de la cueillère de bois en 80 par Paramorde. Paramorde, il n'avait plus trop fait jouer, donc, alors que c'était un seigneur de la première ligne.
Non, mais on avait des entraîneurs qui n'étaient pas trop des entraîneurs, etc. Le grand changement qu'il y a eu, c'est quand Jacques Froux est arrivé. Quand Jacques est arrivé, tout s'est rééquilibré, je trouve. Bien qu'on ait fait des années, toujours sous la pression d'un président qui voulait certains joueurs. Nous, c'est pas qu'on ne les voulait pas, mais bon, on en avait de meilleurs qu'avait convoqué Fouroux. Parce que s'il y en a un qui connaissait bien le rugby, c'était Fouroux. Et donc, si tu veux, on a passé le 81, on fait le Grand Chelem. Ça, c'est quand même voilà, formidable. Mais en 82, il nous change l'équipe Qui est quatrième, ouais. au complet. On est quatrième. Pas de cueillère de bois, heureusement, parce que moi, je dis à Jacques, Jacques, moi, je ne peux plus jouer avec les piliers droits. Il y a Papa Rambord qui est là, qui attend, qui baille sur le banc des remplaçants. Il faut le faire rentrer. Il faut le faire rentrer d'entrée. Et voilà, tu vas voir, tout va aller mieux. Et puis bon, il m'a écouté quand même, il m'écoutait de temps en temps. Et voilà, on a continué avec Papa Rambord. Bon, après, il y a eu quand même quelques années intéressantes, 83, 84, 85. Bon, ça a été des belles années. Justement, donc les années passent, Fouroux, entre guillemets, voilà, met en place son jeu, met en place son équipe, ses cadres, et donc vous partez pour la toute première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Absolument. Et c'était pas rare, c'était assez rare justement à cette époque de voyager. Il me semble aussi que vous avez carrément dû donner de votre poche pour financer le voyage, parce que vous étiez tous amateurs, donc justement. Oui, bon, mais en fait, il faut pas aller jusqu'à là. Ils nous avaient payé le voyage quand même. Ah ouais. Oui. L'international avait payé le voyage. L'international board, ils avaient fait une règle. On touchait, je crois, 10 euros par match ou comme ça. Le remboursement, c'est pour compenser, c'est parce qu'il y en a qui prenaient sur le congé de travail. Donc c'est 10-15 euros, je crois, tu vois. Et puis non, l'avion, ils nous le payaient quand même. Ouais. Bon, j'ai cru entendre quand même qu'il y avait une petite caisse commune pour les sorties là-bas, c'est ça? Ouais, ça c'était. Là, on avait beaucoup de liberté. Hein. On choisissait notre liberté à cette époque-là. Bon, on s'entraînait tous les jours, ce qui nous plaisait bien quand même, puisqu'on était des joueurs de rugby et on aime ce sport. Mais on ne s'entraînait pas 2 fois par jour. Donc on avait du temps d'aller voir le pays déjà et puis après, comme tu dis, sortir un petit peu, faire des connaissances un peu plus. Et j'ai cru comprendre justement que la préparation, ça avait été un peu inédit dans le sens où Jacques Fouroux avait fait une énorme préparation physique et que ça se faisait pas trop à l'époque, notamment Serge Blanco disait que lui, il avait eu du mal avec tout ça. Comment toi, justement, tu as vécu cette préparation à Saint-Lary et surtout qu'il a resserré la vis aussi en Nouvelle-Zélande? Moi, ça me change pas. Ça me change pas. Pourquoi? Parce que je suis professeur d'éducation physique et donc je suis habitué à me préparer comme ça, quoi. Et justement, pour cette tournée, je m'étais préparé avec Robert Bru, un grand patron de Toulouse, un ancien prof de gym, qui était mon prof de gym à Toulouse. On s'était préparé, mais bon, moi, j'ai jamais été aussi bien préparé, quoi, de ma vie. Et même si je l'ai copié, sa préparation, à maintes reprises, mais je peux te dire que c'était formidable, quoi. Et donc, bon, on a commencé à se préparer comme ça. Et puis, il y avait Jean-Michel Aguirre aussi qui était dans le groupe, qui était prof de gym. Et il nous a fait quelques entraînements physiques, quoi. Oui, et grâce justement aux images de Denis Charvin qui avait les bonnes idées de prendre un caméscope avec lui, on voit justement dès Saint-Lary qu'il y a déjà une bonne cohésion de groupe, vous vous sentez bien entre vous dès Saint-Lary. Oui. Vous connaissiez déjà ou c'était vraiment, il y avait On, pas mal de... on se connaissait déjà. On avait fait les équipes de France junior, junior scolaire. Moi, je faisais. Je devais être plus intelligent que les autres. Ah non, j'étais moins joueur peut-être, je sais pas. Mais on leur foutait des branlées avec l'équipe de France scolaire. Excusez-moi du langage, mais on leur mettait de ces branlées à l'équipe de France titulaire junior, quoi. Les bleus, blancs, rouges. Nous, on avait des survêtements violets. Alors on râlait parce qu'on avait versé vêtements violets, tu vois. Mais on jouait déjà presque tous en équipe première. Il y avait Eric Boucher, il y avait Codorniou, il y avait Belasquin qui jouait avec nous. Enfin, on était tout un groupe en équipe de France scolaire, universitaire. On était tout un groupe de joueurs prêts à jouer le tournoi, quoi. Tu vois. Et vous partez dans quel état d'esprit justement en Nouvelle-Zélande? L'idée, il y a un objectif ou pas qui a arrêté quand vous partez ou pas du tout? Euh, L'objectif, c'était peut-être de ne pas prendre des branlées. mais avec le groupe qu'on avait, on avait quand même
de bonnes chances de faire quelque chose. Mais tu sais, quand tu vas en Nouvelle-Zélande, tu ne dis pas je vais gagner en Nouvelle-Zélande. Quoi. Ceux qui disent ça, ou Galtier maintenant, peut-être il peut dire, il peut pratiquer ce langage. Mais nous, on ne pratiquait pas ça, on avait, on avait plutôt la trouille qu'autre chose. C'est-à-dire avoir peur de prendre une volée, parce qu'il y a beaucoup d'équipes de France qui ont pris des volées contre la Nouvelle-Zélande, hein, et contre l'Afrique du Sud aussi. Hein. Donc, bon, nous, on partait avec l'idée de faire au mieux, quoi, de faire au mieux. Mais d'avoir un peu de lueur d'espoir, peut-être, avec notre capitaine, Jean-Pierre Rive, qui nous a modelé, ou peint, ou dépeint, comme il fait très souvent, et nous a sculpté pour la victoire. Et donc, Jean-Pierre était un type formidable, on l'a déjà dit 1 million de fois. Et moi, j'en rajoute une couche, mais tu le suivais partout, quoi. Tu le suivais partout. Et il mettait la tête où toi, tu mets pas les pieds, quoi. Et oui, ça y fait quand même. Le courage, la force. Et donc, on était parti en Nouvelle-Zélande et il nous a dit un petit peu ses objectifs, quoi. Ou son objectif majeur, c'était de gagner un des 2 test matchs. Voilà. Donc, bon, on l'a écouté. Ah bah oui, donc si on te dit tu vas en finale de cette Coupe du Monde, tu signes de suite. Ah oui, donc ça c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, peut-être petit mot sur l'entraîneur Jacques Fouroux. Tu avais toi une bonne relation avec lui? Avec Jacques, j'ai eu une relation extraordinaire, extraordinaire, pendant le temps où j'étais pas blessé. Quand j'étais blessé, il m'en a voulu parce que j'étais blessé. J'ai eu une hernie discale. Je peux te dire ce que j'avais, la blessure L4 et L5 était raide. Hein. J'étais paralysé de la jambe gauche. Hein. Mais qui c'est qui a choisi? Le médecin, il me dit bon, moi je vais vous opérer, tout nickel, à Toulouse. Et il me dit mais écoutez, vous jouerez plus jamais au rugby. Hein. Ah bon? Je jouerai plus jamais au rugby. Ouais, ouais, d'accord. Bon. J'avais Michel Ondanier avec moi qui s'est foutu à pleurer aussi. On avait des larmes plein les yeux, tous les deux. Bon, il me dit, attends. Je lui dis, Michel, s'ils me guérissent, si j'ai plus mal, si je peux courir, il n'y a personne qui va m'interdire de jouer au rugby, je te le dis. Hein. Et puis ça s'est passé comme ça. J'ai fait 6 mois de rééducation, de folie, t'entends? De folie, de folie, de folie. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à retrottiner et faire des choses, etc. Et tout le monde me regardait. Tu veux rejouer au rugby ou quoi? Et oui, j'ai appelé le professeur un jour, je lui ai envoyé une photo de rugby où je jouais actuel. Et il était comme un fou, il me dit mais Philippe, c'est extraordinaire, viens à Toulouse, il faut qu'on se voit. Et j'étais à Toulouse le voir et ça a été un grand moment. Et j'ai rejoué, mais c'est moi qui ai choisi de jouer. C'est moi qui ai choisi de jouer parce que les médecins, il y en a qui se. Mais moi, j'avais une garde de médecins affûtés autour de moi. J'avais un Pierre Chat qui était le grand médecin de Tarbes de l'époque. Pierre Chat, il dit, attends, si tu peux courir, tu vas rejouer ou pas? Mais oui, je vais rejouer. Mais je te fais recourir. Ah bon, ben ça va alors. Mais c'était des paris qu'on se faisait entre nous. Et ce pari, il a bien marché puisque j'ai rejoué. Et donc, je vais à la Coupe du Monde. Mais bon, là, Jacques a fait d'autres choix, et notamment Daniel Dubroca, talonneur, qui a été excellent. Excellent, mais bon, voilà, quoi. Moi, c'était ma place à moi. J'étais capitaine de l'équipe pendant une quinzaine de matchs. Et bon, ils ne m'ont pas redonné ma chance de suite. Toujours les gros par-dessus. Albert Ferras, etc., et qui m'avait dit de toute façon, ne te fais pas d'illusions, tu ne joueras pas. Je lui ai dit merci, monsieur Ferras, mais là, je crois que vous avez perdu un fils. Voilà. Donc toi, tu vas jouer un match justement dans cette Coupe du Monde contre la Roumanie. Comment tu te sens quand même dans la compétition, dans des matchs où justement tu es remplaçant? Ça a été du coup une vraie frustration pour toi, comme tu disais Non, une vraie frustration au départ, mais comme je suis plus équipe de France que équipe de la Roumanie ou du Japon ou du Tonga que je ne peux pas voir, j'ai aidé tous les camarades avec qui j'avais joué. Je les avais tous joués, même Dubroca, il avait joué pilier avec moi pendant de nombreuses années. Et donc, si tu veux, mon travail, puisque j'avais décidé de ne pas me faire jouer, d'être remplaçant, et bien bon, je passais les ballons, j'organisais les entraînements, je
Je me mettais vraiment. Il m'avait là, il pouvait m'utiliser quand il voulait. Tu étais un grand frère un peu. Voilà. Bien que j'avais l'âge de peut-être plutôt un petit. Oui, tu étais quand même bien expérimenté déjà. T'étais Oui, à... non, absolument, absolument, absolument. Et donc, voilà. Ouais, parce que je voulais te demander justement par rapport à la Roumanie, est-ce que pour toi, jouer un match de Coupe du Monde, c'est au même niveau que jouer des matchs à enjeu aux 5 nations? Est-ce que c'est un des matchs les plus importants que tu as joué? Non, c'est compliqué, c'est complètement différent, je dirais, mais c'est pas déshonorant, au contraire, de jouer un match de tournoi des 5 nations. C'est vraiment un moment formidable et agréable qui se joue depuis un siècle, je pense, maintenant. Et donc, jouer un tournoi des 5 nations, c'était pas 6 à l'époque, hein, on n'avait pas des Oui, il n'y équipes a pas l'Italie. comme l'Italie, hein. Et alors, pour nous, c'était hyper important de jouer l'un ou l'autre. Et quand la Coupe du Monde est arrivée, personne ne connaissait la Coupe du Monde. Donc, moi, ce qui m'a choqué la première fois, c'est quand on a été là-bas, en Nouvelle-Zélande, c'est de voir la première réunion où il y avait toutes les équipes. Toutes les équipes qui étaient là, dans une grande, pas pour jouer, mais dans une grande salle tu vois, de présentation, quoi. Et j'ai trouvé ça bien formidable, quoi. Les All Blacks qui avaient leur costume, nous le nôtre. J'ai trouvé tout ça, vraiment, c'était extraordinaire. Et donc là, tu t'es vraiment aperçu que tu étais dans la Coupe du Monde. Pour parler de ces moments de partage, moi j'avais vu passer justement dans le documentaire l'équipe que tu as sûrement dû voir, Ouais. ce match France-Fidji en quart de finale, où vous les battez et dans le vestiaire, après ils viennent vous voir et vous souhaiter bonne chance pour les Ouais, demi. Ça doit être ouais, des ouais. moments incroyables ça. Ça, c'est des moments incroyables qui se font plus aujourd'hui, ou peut-être qu'ils se font, je sais pas. Mais ça, c'était des moments vraiment incroyables, quoi. C'est comme quand on a gagné les All Blacks, hein, enfin, pas, non, pas là. Je parle de 80. Oui, Hein. oui. Oui, des années 80. Quand on avait gagné les All Blacks, ils étaient venus nous voir dans les vestiaires et tout, nous féliciter, etc. C'est quand même un moment incroyable. Tu vois. Ah oui, oui, complètement. Bon, Et, voilà. et justement, bon, il y a ce quart de finale face aux Fidji où bah, on renverse entre guillemets le match Ouais. dans votre équipe. Il y a ce match contre l'Australie qui est absolument épique. Comment vient un match comme ça en Australie, à Sydney depuis le banc, certes, mais ça devait être des émotions incroyables. C'était incroyable. C'est le seul match que j'ai vécu en étant remplaçant qui a été incroyable. Et Dieu sait si j'étais prêt à rentrer parce qu'il y a eu quelques blessés. On aurait pu faire rentrer quelques remplaçants, comme on dit, qu'il y a sur le banc aujourd'hui, qui valent le titulaire, sinon plus. Alors bon, mais le match s'est déroulé comme ça, on a gagné. C'était vraiment un truc formidable. Mais là, on s'est un peu mélangé les pinceaux, je crois, et les joueurs, et les joueurs, pas les joueurs terriblement, mais les joueurs quand même, et surtout le staff, c'est que c'était pas la finale, ça. Oui. Ça, c'est la demi-finale. Et la demi-finale, c'est une demi-finale, il faut la gagner, ça c'est clair. Contre l'Australie, c'est clair aussi. Mais, il te reste la finale à jouer haut. Donc, je pense qu'on aurait dû s'attarder un peu plus sur la finale. Il y avait aussi, on a senti un Jacques Fouroux par exemple qui avait l'air très très revanchard par rapport à ce match, notamment à ce propos de l'entraîneur australien de l'époque. Comment vous l'avez senti justement ces jours avant le match? Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que dès le matin au petit déjeuner, il y avait des noms d'oiseaux. Ouais. Il était très perturbé par je crois l'entraîneur aussi de l'Australie, mais très perturbé par rapport à la charge sur ses épaules de ce match. Alors qu'il en a joué, il n'en a pas joué, mais il a fait de grandes choses, quoi, avec des. Bon, mais ça l'est pas, ça l'est pas, ça l'est pas. Ça l'est Et, pas, il était perturbé. il y a aussi cet aspect-là qui avait aussi beaucoup de déplacements parce que vous faites les phases de poule en Nouvelle-Zélande, vous allez en Australie, vous repartez en Nouvelle-Zélande. Ouais. Est-ce que ça, en plus de justement une préparation quand même physique que vous avez qui est Ouais. même assez chargée, enfin niveau fatigue, ça doit être encore plus décuplé. Oui, oui et non, tu sais, bon, on ne calculait pas à l'époque comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je vois Galtier qui calcule tout, le moindre millésime de temps, la moindre pluie, le moindre truc. Bon,
on n'était pas comme ça à l'époque. Hein. Peut-être que c'est très mal. Je dis une grosse connerie, mais bon, on n'était pas exigeant à ce point-là, quoi, je veux dire. Déjà qu'on s'entraînait tous les jours par rapport à ce qu'on faisait en club, on s'entraînait 2 ou 3 fois par semaine. On n'avait pas cette exigence du haut niveau comme ils l'ont maintenant. Bon, mais rien n'est pareil. Les salaires sont différents aussi. Hein. On peut en parler des salaires parce que. Oui, c'est sûr que c'est pas 10 euros par match. Ah non, 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 c'est pas pareil là. Hein. Tu vois, donc tu fais un peu plus d'efforts quand même si le salaire ne fait pas tout. Et donc justement, on est resté sur l'Australie. Est-ce que pour toi, comme tu disais dans l'équipe, vous aviez l'impression d'avoir gagné la finale en fait dès les demi-finales? Absolument, absolument. Parce que Jacques Fourreau aussi, il me semblait qu'il avait un peu levé le pied justement dans la préparation de Ah cette oui, finale, parce que pour oui, lui oui, l'objectif était ouais, mais la atteint. préparation physique, il ne restait plus rien à faire comme préparation physique, puisque c'était joué, quoi. Là, t'es en forme ou pas, là, ou t'es prêt ou t'es pas prêt, quoi. Bon, 8 jours avant. Hein. Mais contre la Roumanie, j'avais senti quand même qu'il avait fait une faute, il avait laissé parce que c'est moi qui jouais, c'est que moi le capitaine. Et donc il m'avait laissé un peu tomber, tu vois, là, ça m'avait paru bizarre de lui, de l'amitié même un peu plus fort que ça qu'on entretenait quand j'étais capitaine. Parce qu'il comptait que sur moi. Philippe, c'était. Tu vois, et bon, et alors après, quand Dubroc est arrivé, ça n'a pas été les mêmes relations avec moi. Et donc, il voulait presque que je joue pas la Roumanie. Non, mais ça va ou quoi? Ouais, t'étais Et placardé un peu. puis après, ils ont fait une équipe pour affronter la Roumanie où ils ne me mettaient pas les gros bras. Alors j'étais voir Ferras basket, moi, et Fourouk, je lui dis non, mais attendez, là, moi je veux la même équipe que du Broca. Ouais, tu nous fais chier, toi, etc., tu vois. Il y a eu grosse dispute dans une chambre, moi, avant de jouer la Roumanie, c'était où? À Auckland ou je sais pas où. T'as l'impression qu'il choisissait ses matchs, par exemple, il y avait l'Écosse en poule, ce genre de choses. Il choisissait plus ces matchs-là, il a pris à la légère, entre guillemets, des matchs. Je crois Ouais, qu'il y avait comme les la Tonga ou Roumanie, la mais Roumanie, ouais. la Roumanie, je te rappelle qu'à l'époque, la Roumanie, on ne les gagnait pas souvent. Hein. Ah ouais? Alors, non, et oui, on allait chez eux, on a pris quelques branlées chez eux. Donc la Roumanie, c'était un match C'était costaud. très costaud, où les Roumains étaient très préparés, mais moi j'ai fait un entraînement spécial pendant 2 jours avant, avec Pierre Berbizier qui m'a aidé, qui a été formidable. Voilà un type formidable, à qui on ne rend pas assez d'hommage, Pierre Berbizier. Et il a été formidable et on a fait une préparation spéciale. C'est-à-dire, on avait joué, attends, rappelle-moi, c'était au match à Christchurch, je crois qu'on a joué, non? Il me semble que c'est Christchurch, mais j'ai. Christchurch, ouais, c'est ça, il y avait du vent. Christchurch, et moi, je fais un échauffement qui ressemblait à aucun échauffement que j'ai jamais fait dans ma carrière. Hein. J'ai dit, là, j'ai fait un échauffement où on va s'analyser un petit peu, tu vois. Donc, on est resté dedans. Et c'est moi le capitaine, c'est moi qui commande. Hein. Et ça plaisait pas à tout le monde peut-être, mais j'ai lâché les 3 quarts, Ambré, Blanco, tout ça pour qu'ils aillent faire 20 mètres de course. Et on a fait un échauffement spécial où on se regardait, on se croisait, on se regardait dans les yeux. J'ai insisté sur ça. Regardez-vous bien dans les yeux parce que les Roumains, on n'est pas pour des charlots, mais c'est pas des charlots. Ce sont des hommes comme d'autres. Et sur un match, ils peuvent nous gagner. Donc, c'est pas le moment de perdre contre eux. Et alors, on se regardait, on se regardait, on se regardait. Et le grand plaisir et bonheur que j'ai eu, c'est que Pierre Verbizier, quand il est sorti du match de l'Australie, gagné, il me dit Philippe, j'ai fait le même échauffement que tu as fait que contre la Roumanie. J'ai fait exactement le même. Alors, j'étais très heureux quelque part. Voilà. Oui, ça t'a apporté ta patte, mais ce côté-là où t'es capitaine, mais tu joues qu'un match de la Coupe du Monde, t'as senti ou pas qu'au niveau il y avait des gens qui respectaient pas forcément ton autorité, ou vraiment il y avait quand même ce respect-là du capitaine Non, non, tout le monde. Alors là, ouais, tout le monde était. ça bougeait pas une oreille. C'était moi le capitaine. Ah non, bougeait pas une oreille. Non, non, non. C'était moi le capitaine. Blanco, tout le monde, c'est des potes. Hein. On a joué aussi 7 ou 8 ans avant en sélection ensemble. Avec Jean-Pierre Rive, j'avais le même caractère que Jean-Pierre. Hein. Le capitanat,
je l'ai je l'ai calqué sur lui. Hein. Non, mais je dis ça parce qu'aujourd'hui, des fois, il y a des capitaines voilà, qui sont pas du tout. Oui, oui. C'est plus le même esprit déjà. Des Oui, fois. oui, absolument. Ouais, absolument ouais. On va revenir à cette finale justement. Donc il y a cette séquence, il me semble, à l'embut où Fourou vous amène tous dans l'embut justement pour que vous discutiez. Et apparemment, c'était un grand moment d'émotion parce qu'il y a des personnes qui se sont confiées. Sauf les remplaçants. Ils considéraient les remplaçants comme des merdes. Ah oui. Mais oui, sauf les remplaçants. On était restés, nous, dans les vestiaires ou dans les tribunes. Et donc, on n'a rien compris à ça parce que vraiment, Jacques ne méritait pas de faire ça. De toute façon, je ne sais pas, il devait être pas trop bien à l'époque. Au lieu de parler avec quelques-uns d'entre nous, il aurait mieux fait que de faire cette connerie. Et donc, on les a vus tous là, picorer derrière les tribunes. Bon, je me demandais qu'est-ce qu'ils branlaient. Moi, voilà. Ah, c'est étonnant. Parce que toi, à la limite, peut-être que Oui, c'est étonnant. tu l'as bien vécu ce rôle, mais il y a peut-être des personnes, il y a quand même eu des frictions dans cet effectif. Il y avait cette fracture-là entre des remplaçants et des titulaires quasiment. Ah ben oui, non, mais lui, là, c'est Jacques qui l'a voulu. Non, vous ne mangez pas avec eux, rien, non, mais non, ça a été jusqu'à là, à un moment donné. C'est fou quand même. Mais oui, c'est fou. Mais il a gagné contre l'Australie. Alors, c'est son bâton de maréchal. Il a gagné contre l'Australie. On va être champion du monde. Ouais. Les Australiens restaient à cette époque-là. Ils avaient 4 ou 5 ou 6 bons joueurs extraordinaires. Mais enfin, avant, on les avait bien battus, les Australiens, à l'époque. À l'époque, tu vois, 7-8 ans avant. Et entre remplaçants, justement, est-ce que tu as senti qu'il y en a qui flanchaient vraiment, qui vivaient vraiment mal cette situation et vous êtes épaulés entre vous? Il y avait quand même... Oui. On est resté. On a eu la force de rester copains entre nous, même amis. Et donc, bon, il n'y a pas eu de truc. Sauf Jacques, là encore, qui a fait sortir tous les remplaçants en dehors des vestiaires. On a été se changer dans le couloir. C'était complètement nul, quoi. À un moment donné, il a pris ça, bon. Et puis moi, je suis rentré à nouveau. À 2 ou 3 minutes du coup d'envoi, je suis rentré. Il ne voulait pas me laisser rentrer, il poussait la porte. Et j'étais voir mon ami Daniel Dubroca pour lui souhaiter tous mes voeux, et que c'est moi qui... j'aurais pu jouer, mais c'est lui qui joue. Et je suis à fond derrière lui et que je souhaite de tout mon cœur qu'il remporte la finale. Et je me dis, fais ça pour moi. Je joue pas, mais fais ça pour moi. Remporte la finale, que je soulève la coupe. Voilà. Et donc il s'est foutu un peu à chialer, je crois. Un peu. Et puis Froux, il était là comme un con, quoi. Il était idiot sur le coup. C'est une finale un peu étonnante pour toi dans le sens... comment expliquer le rôle du remplaçant dans une finale de Coupe du Monde comme ça, c'est pas le rôle qu'il devrait avoir, c'est ça qui est... Non, voilà, ouais, oui, mais je pense qu'on aurait pu aller faire des choses qui ont été faites après, c'est-à-dire les remplaçants, les faire rentrer. On avait un banc aussi magique que ceux qui jouaient, tu vois. Donc ils avaient une grosse, énorme fatigue 8 jours avant contre l'Australie, plus les sorties, ça, il faut pas le cacher. Et nous, on était frais comme des gardons, on était nickel. Et je pense, ça aurait peut-être rien changé, je pèse mes mots, mais je pense qu'il avait un banc quand même qui était très satisfaisant, et on aurait pu, pareil, rentrer à la mi-temps et faire autre chose, tu vois. Et les Blacks, ça les aurait peut-être un peu perturbés aussi, parce que ce sont des hommes comme les autres, les Blacks. Hein. Oui. T'inquiète pas, hein, parce que leur maillot, tout ça, moi, je me mets à genoux devant eux. Mais s'il faut en tuer un, j'en tue un, même 2 ou 3. Je m'en fous, moi. Tu comprends le truc? De toute façon, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir contre les Blacks si on va avoir une chance. Ah non, mais ça, c'est clair. Hein. Et donc, après cette finale, vous rentrez de Nouvelle-Zélande. Et avant, par contre, il y a les All Blacks qui vous invitent à un repas le lendemain. Il y avait les Blacks, le soir, c'était prévu qu'on rentre avec un DC-10. Ah, d'accord. D'accord, avec un DC-10. Mais DC-10, il y en a 2 qui se sont plantés. Donc, on n'est pas parti le soir. Et ça, on l'a su à 5h, 6h l'après-midi. Enfin, non, ou à 19h, je sais pas, je ne me rappelle plus les horaires. Et vers 19h, on dit merde, on ne part plus, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il n'y avait pas de banquet de prévu. Normalement, tu as un banquet de prévu après chaque match. Et là, il n'y a pas de banquet de prévu, rien. Tu aurais vu les All Blacks, leur état d'esprit. C'est là que tu vois, quand ils font le haka, il ne faut pas s'avancer comme un con.
Je pense à un particulier, je ne le citerai pas, qui a des cheveux longs, qui est gaillard, qui a fait un plaquage monstrueux. C'est pour ça il faut avoir un petit peu, garder un petit peu des choses, quoi. À savoir réellement voir les gens sous une autre vision. Et eux, les All Blacks, ils ont su ça. Ils ont été chercher leurs femmes, tout ça qui les attendait et tout. Ils ont trouvé une salle énorme. Et on a fait la fête ensemble. On a fait la fête ensemble. Ils sont champions du monde, nous non, mais on a fait la fête ensemble. C'est génial. Je crois que c'est Berbizier qui le disait justement, si nous on avait été champion du monde, je sais pas si on aurait fait ça avec les Blacks. Mais voilà, il a eu raison, Pierre, parce que je pense qu'on n'aurait pas fait ça. Peut-être par pudeur aussi, hein, pour pas dire on va faire la fête devant les champions du monde. Mais eux, ils ne le faisaient pas pour nous narguer, quoi. C'était une famille tellement différente de nous que si tu veux, ils sont capables de le faire. Nous, on n'est pas capables de faire ça. Et je peux te dire qu'on a gardé des souvenirs. Et alors, il y avait les talonneurs qui voulaient tout changer. Quand il m'a changé tout, je ne vais pas changer le slibard quand même. Tout, je suis rentré avec la tenue de Néo-Zélandais, leur cravate, leur costume, tout. Incroyable. Ça montre qu'il y avait D'ailleurs, une admiration. à ce sujet, il y a un moment qui a été très important pendant la Coupe du Monde. Quand je reviens dans les vestiaires de l'équipe de France pour voir Daniel Dubroca, je ressors. Au moment où je ressors, il y a Andy Dalton qui ressort. Andy Dalton qui était le capitaine des Blacks. Il a eu un gros pépin aussi. Il aurait pu jouer quand même aussi. Hein. Il a eu un gros pépin, un accident. Hein, mais il aurait pu jouer et il n'a pas joué. Et il sort des vestiaires des Blacks et moi je sors des vestiaires de la France. Les deux anciens capitaines. Ouais, Quoi. vous aviez le même destin, quoi. Voilà. Et on a le même destin. Voilà, on s'est embrassés et puis voilà. Ouais, c'est beau. Et donc après cette Coupe du Monde, donc là, vous rentrez, tu prends part à un nouveau Grand Chelem en 89 avec l'équipe de France, avant de finir ta carrière en 90. Puis après en 91 en club, et tu deviens directement entraîneur du Stadeau. Est-ce que pour toi, être entraîneur du Stadeau, c'est quelle expérience ? Je ne l'avais pas choisi. À savoir qu'il y a un entraîneur qui était Gérard Fournier, qui entraînait avec sa méthode à lui de l'époque, quand il avait gagné avec le Stadeau. Donc c'était la bonne méthode puisque tu gagnais. Et puis là, les joueurs, on en avait un peu marre tous. Ils nous entraînaient vraiment à l'ancienne. Puis les derniers temps, il était mal. Donc on a dit pourquoi pas, on va s'entraîner, on va faire de l'auto-entraînement. Et puis voilà, on a fait l'auto-entraînement et ça a bien réussi, ça a bien marché. Et on avait changé toutes les méthodes avec Michel Ondanier, Thierry Janexec. On était au Krebs aussi tous les deux. Tous les gars me suivaient, ils me suivaient, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de récalcitrant, au contraire. Moi, je suis peut-être un peu fort en gueule aussi. Et alors, donc, tout le monde me suit. Mais je regrette de ne pas avoir continué. J'ai entraîné 2 années. 2 années, on a fait 2 quarts de finale. On aurait pu les gagner, on les a perdus. Mais faute aux joueurs, beaucoup plus qu'à moi. Et ils le savent parce qu'il y en a qui ne voulaient plus rentrer sur le terrain, tu vois. On gagnait largement contre l'équipe de Toulon. Et tout d'un coup, on se met à perdre. Mais il restait 7 minutes de jeu, tu vois. Oui, c'était encore... ça pouvait changer, quoi. Tout était possible, oui, pour la finale, pour la demi-finale. Et là, il y a des joueurs qui ont déconné. Bon, c'est du passé. Des cadres qui ne voulaient pas encaisser la défaite, entre guillemets. J'ai même pas envie de... Mais oui, quand tu mènes d'une vingtaine de points à 0, et tout d'un coup, bam, tu repasses 20 à 10, 20 à 15, 20 à 20. Et tu fais quoi? Alors, prolongation. Ça va, quoi. Voilà. Vous avez fait une finale de championnat de France en 88, il me semble, avec le Stadeau dans tes Oui, dernières bien années. sûr. Oui, ça, c'est la fête. Tu peux nous raconter un peu cette épopée ou Ah ben oui, mais c'était...
pour moi, c'était grandement mérité parce qu'on avait des joueurs capables d'être et de gagner à ce niveau-là. Mais là, on a rencontré encore une équipe qui me suit et qui me titille, c'est Agen. Agen, l'équipe de Monsieur Ferras. Et je crois qu'il y a eu quelques petits soucis d'arbitrage. Très bien fait, très bien exécuté. C'était pas la peine, quoi. Les Agenais étaient assez grands, forts pour nous gagner sans ça. Mais on a failli les taper et ils étaient comme des fous, quoi. Bon, ils n'ont pas du tout joué. Agen, c'était une équipe qui jouait normalement. Philippe Sella, Béraud, etc. Mais là, ils n'ont pas du tout joué. Ils n'ont pas du tout joué et nous, pas assez peut-être aussi. Bon, voilà. Pour nous, ça a été une grande déconvenue parce que on le faisait vraiment pour le peuple tarbais. Et le peuple tarbais, ce sont tous nos amis. On avait fait une quinzaine à la foire de Tarbes. Tout le monde venait nous voir, manger chez nous. C'était la folie. C'était la folie. Et tout le monde a été très déçu de ne pas gagner cette finale, quoi. Que l'on devait gagner. Parce qu'on était vraiment très près. Mais il y a quelques joueurs aussi qui ont failli dans cette finale. Bon, et des joueurs qui étaient peut-être les meilleurs du Stadeau à une époque, genre Jean-Paul Trier. Ils n'ont pas été prêts ce jour-là. Ça doit être dur quand même niveau pression, une Très finale. perturbé, la pression, oui, bien sûr. C'est énorme, mais si tu ne supportes pas la pression, ne commande pas de demi. Hein. C'est sûr. Voilà. Mais bon, ça a été un des grands moments de ma vie de joueur. D'aller en finale, de battre en quart, de battre en demi, Toulon, et là d'aller au Parc des Princes pour nous, pour amener des potes à moi qui n'avaient jamais joué au Parc des Princes. C'était pour moi inespéré, quoi. Et ouais, tu avais connu justement quand tu étais plus jeune à 73, tu avais envie de Oui. ça. Ouais. Et peut-être pour finir, dans ton actualité, tu as un livre qui sort en librairie? Ben oui, absolument. J'ai décidé, c'est Olivier Garochot, c'est un garçon qui n'écrit pas du tout, mais qui est employé à la SNCF et qui vient ici un matin, là, dans l'allée, tu vois, la grande allée que j'ai là. Il vient et il veut me demander il a envie de faire un livre sur moi. Je lui fais, non, qu'est-ce que tu fais comme métier? Tout, à SNCF, tout. Ah bon, SNCF, non, c'est pas le même travail. Mais enfin, tu veux faire un livre sur moi, mais pourquoi? Parce que alors je connaissais son frère, que j'avais embauché à l'époque chez Renault. Et il me dit, je veux faire un livre sur toi, mais pense à tes petits-enfants, quoi. Et là, ça a été le déclic, tu vois. Ça a été le déclic. J'ai pensé à mes petits-enfants. Ah ouais, ils auront un souvenir, ils sauront ce que tu as fait, mais en t'exprimant toi. Et alors, bam, c'est parti. C'est parti. On a dit il faut le sortir avant les quarts de finale. On le sort avant les quarts de finale. et en fait, ce gars-là, en plus, on ne savait pas, mais il a une plume vraiment. Il résume tout ce que j'ai dit. J'ai fait comme avec toi, là, avec des micros. C'est plein de rencontres et il a enregistré. Ah ouais. Tout ce que j'ai dit, il a enregistré, mais il n'a pas enregistré que des conneries. Et il était vraiment. Vraiment, il a été bon, tu vois, je te le conseille. Bon, voilà. C'est quoi le nom? C'est D'Intrant, une épopée de rugby. Aux éditions Garochot, c'est ça? Oui, Olivier Garochot qui a Olivier fait Garochot, ça. pardon. Et avant-propos, c'est de Jean-Pierre Rive et la préface de Jean Glavani, un ami. Voilà. C'est les éditions Kern qui font ça. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Dentrans, de m'avoir accueilli chez vous. Chez nous, on dit pasta d'émotion, de rine et bisous. Alors, tu vois. Non, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Grand plaisir.